أيها السيدات والسادة مساءكم سعيد نرحب بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الحدث التاريخي. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce thème. Le thème d'aujourd'hui, il s'agit des explosions des essais nucléaires. Plus de 64 ans se sont écoulés suite à la première explosion nucléaire française de la France coloniale le 13 février 1960, baptisée la Gerboise bleue. La Gerboise bleue, il faut rappeler qu'en 2014, il y a un bon nombre d'explosions qui ont été effectuées depuis que les explosions nucléaires ont débuté au milieu du XXe siècle, plus précisément, par les États-Unis d'Amérique, qui ont amorcé l'ère nucléaire. On recense 2422 explosions nucléaires, dont 543 atmosphériques et 1879 souterraines, réalisées entre le 16 juillet 1945 par les États-Unis d'Amérique et le 12 février 2013 par la Corée du Nord. Parmi ces explosions, et c'est le thème d'aujourd'hui, parmi ces explosions et essais, il y a au moins 60 qui ont été réalisés par la France coloniale sur notre territoire, sur le territoire algérien national, et ceci entre 1960 et 1966. J'ai l'honneur de recevoir Madame Fatima Ben Brahim, avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Également, Dr Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire, retraité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, le vif du sujet aujourd'hui, c'est l'explosion nucléaire, la première, datant du 13 février 1960, la Gerboise bleue. Donc, 64 ans après, il y a toujours le dossier qui est ouvert. Pour le clore, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme démarche pour avancer, pour aller de l'avant avec la partie française qui est concernée et impliquée dans la question? Oui, alors, ce qu'il est important de signaler à l'heure actuelle, c'est que la France a inscrit les explosions atomiques en Algérie dans le grand sujet du règlement du conflit, entre guillemets, mémoriel entre l'Algérie et la France. Oui. Cependant, si aujourd'hui la France reconnaît ce dossier comme étant un gros dossier qu'il va falloir résoudre, très épineux. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que c'est le travail, beaucoup plus des Algériens qui ont essayé de comprendre, de savoir, de trouver des solutions à ce mal qui continue à ronger notre pays. À sévir aujourd'hui. Oui, oui. Les dégâts sont là, constatés. Exactement, et ils continueront à l'être, mais également à la nouvelle vision du monde quant aux pays colonisateurs sur les crimes contre l'humanité. Donc, le traité de Rome de 1998 a été, je dirais, une impulsion et une sanction indirectement à tous ces pays qui ont commis énormément de crimes dans les pays colonisés contre des populations locales, civiles, non armées. Oui. Aujourd'hui, il est temps que la France rende les comptes sur le plan international. Il faudra qu'elle reconnaisse aussi. Nous sommes demandeurs, ils sont défendeurs dans cette affaire, ils sont obligés, un jour ou l'autre, d'aller au plus profond de la chose. Cependant, ils maintiennent le secret d'État et le secret militaire sur ce dossier, et nous allons avoir encore d'autres difficultés pour connaître la vérité. Les plans topographiques que la France aujourd'hui garde, les cartes topographiques que la France, merci pour la précision, garde avec qu'elle considère que c'est une pièce à conviction très précieuse. Bien sûr. Comment pourrait-on justement lui arracher ce document de telle importance? M. Mansouri. L'essentiel, c'est que les explosions nucléaires, d'une manière générale, c'est un problème mondial. Ça ne concerne pas que l'Algérie. Il y a eu beaucoup de pays victimes, tels que l'Australie, tels que les îles Marshall, tels que certaines parties dans le monde, qui ont été le théâtre de dizaines et des centaines d'explosions nucléaires, soit terrestres, soit aériennes. Dans ce cadre, l'AEA, dans sa réunion
le 22 septembre 1995, elle demande clairement aux États concernés de prendre les responsabilités pour l'assainissement, pour dépolluer, pour nettoyer ces sites afin d'éviter d'autres victimes. Ça, c'est en 1995. En 2017, il y a eu un traité sur l'interdiction complète des armes nucléaires. Et dans son article 6, il est stipulé clairement que les États concernés doivent prendre en considération les victimes et l'environnement. Dépolluer. Pour dépolluer, c'est-à-dire assainir, etc. Malheureusement, dans ce traité, les pays nucléaires n'ont pas adhéré pour le moment. Donc ces puissances nucléaires n'ont pas ratifié, le traité, etc. Le pourquoi de la chose? Le pourquoi de la chose, parce qu'ils sont concernés directement par ces dégâts environnementaux, par ces victimes. C'est pour cette raison. Et dans ce cadre, moi, personnellement, j'ai demandé, il y a plusieurs années, l'organisation d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU qui traite de ce sujet, parce que c'est un sujet mondial, pour que tous ces pays-là seront contraints quand même de respecter certaines lois internationales telles que c'est-à-dire les lois internationales humanitaires, etc., dans ce sens. Oui. Parce qu'actuellement, dans tous ces pays, soit en Australie, soit en Polynésie, en Polynésie, soit aux îles Marshall, les gens souffrent. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de victimes. Et entre autres, il y a des malformations. Donc, il y a l'effet génétique de ces rayonnements. Exactement. Et c'est un problème, c'est une situation qui perdure dans le temps. Justement. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait des mesures concrètes pour mettre fin à cette tragédie. Oui. Justement, ce mal qui perdure aujourd'hui, nous avons confectionné un récit dans lequel Rania Wardia, notre collègue de la chaîne Dakira, TV8, de la télévision publique, de l'entreprise publique de télévision, a confectionné un sujet qui rapporte le mal qui persiste, le mal, le danger et la menace, à juste titre, qui justement est là. Donc nous allons suivre le sujet et puis nous allons revenir pour terminer, pour continuer le débat. هو كل يوم صباح في نوع، كل يوم صباح في نوع، كل يوم صباح في نوع، والناس من ذاك اليوم طاحوا قراف. أنا ذاك الوقت راني بولدي حاملة، ذاك الوقت اللي حاملة بولدي جات القنبلة هذيك شرقت لنا الديار. عندي البنت هذه عايشة مولات عام عامين ما فهمولهاش، ديناها للوبيطال تاع النيس، تماك جبروا لها 3 كلاوي، جبروا لها هذاك حلوها قطعوا لها الكلاوي خلاو لها كلوه وراهي تعالى الان عندها مشاكل. Un crime colonial qui perdure. 64 ans après les événements tragiques qui avaient secoué la région de Hamoudia, les cicatrices demeurent vives dans la mémoire des habitants. Ces séquelles sont le résultat d'une atrocité perpétrée par la France coloniale, illustrant la cruauté inhérente au colonialisme. La France, dans sa quête de devenir une puissance nucléaire, avait choisi d'effectuer ses premiers essais atomiques à Reggane. Le 13 février 1960, cette France coloniale avait déclenché sa première bombe atomique, la Gerboise bleue, d'une puissance équivalente de 3 à 4 fois celle d'Hiroshima sur le site nucléaire de Reggane dans la wilaya d'Adrar.
Cette démonstration de force avait été suivie par 17 autres essais nucléaires entre 1960 et 1966. Cela avait entraîné des radiations désastreuses dont les préjudices sont visibles jusqu'à aujourd'hui sur la santé des habitants et l'environnement, avec notamment l'apparition de nombreuses maladies étranges parmi la population locale, telles que les malformations congénitales chez les nouveau-nés, en plus des cas d'handicap physique et mental et l'accroissement de divers types de cancers. Ces actes sont qualifiés de génocide collectif par le droit international, tant leur impact destructeur dépasse les frontières du Sahara algérien pour toucher les régions avoisinantes d'Afrique et de la Méditerranée. Les déchets radioactifs abandonnés sur place représentent jusqu'à présent un danger continu pour les populations locales et l'écosystème environnant. Des voix se sont élevées pour réclamer que la France reconnaisse sa responsabilité historique et entame la décontamination des sites des explosions nucléaires en indemnisant les victimes de ces essais. Malgré les appels à la justice, ce crime colonial reste impuni, enfui sous les sables. Donc voilà, après avoir suivi le sujet qui relate justement le malaise des gens, il y a un papa qui a un enfant complètement handicapé, les déformations, les malformations génétiques, etc. Donc aujourd'hui, après 2021, le président français qui a reconnu, en qualifiant des crimes de dette du peuple mahorais envers la France coloniale, où il y a donc obligation d'indemnisation, obligation de dépollution, etc. Mais vis-à-vis de l'Algérie, la question reste en suspens. C'est-à-dire qu'on remarque depuis quelques années qu'il y a 2 poids 2 mesures en ce qui concerne la gestion de ce dossier par rapport à la Polynésie. Donc au niveau de la Polynésie, la France a construit un hôpital spécialement pour ces victimes. Et ils ont quand même aussi donné à ces victimes les dossiers médicaux, parce qu'il y a des dossiers médicaux pour justifier une certaine indemnisation. On est en train de voir les victimes algériennes. Ils ont dépollué. Sur photo. Ils ont dépollué. Donc tout un travail a été fait. Oui. Et la France reconnaît par le biais de ses présidents qui ont fait des visites dans cette région, dans ces îles-là. Malheureusement pour l'Algérie, jusqu'à présent, il n'y a aucune reconnaissance. Que faut-il faire aujourd'hui pour qu'il y ait reconnaissance de la part Pour qu'il y ait reconnaissance, française? tout simplement, il faut faire appel au droit international, il faut faire appel aux relations bilatérales, il faut faire appel aux différentes... c'est-à-dire il y a des exemples concrets que l'humanité a vécu. Quand on parle de l'Angleterre avec l'Australie, l'Angleterre a dépollué, et on a des preuves sur ça, elle a indemnisé les victimes. Pour ce qui est aussi des États-Unis, ils ont dépollué au niveau des îles Marshall. Ils ont même construit un truc pour mettre les déchets pour 250 000 années. Je dis bien 250 000 années. Oui, oui. Au niveau de la Polynésie, la France elle a construit des trucs dans l'océan et ils ont mis les déchets nucléaires. Qui présentent un dossier. Oui. Malheureusement, au niveau de notre pays, il y a beaucoup de déchets qui sont enfouis. Parce que la France, quand elle a fait ses explorations, notamment aériennes, elle a utilisé beaucoup d'équipements, des avions, des bateaux, des engins militaires, des choses pour voir l'effet de la radioactivité sur ces engins-là. Et en 60, après le dernier essai, le 16 février, la dernière explosion, pardon, le 16 février 1966, elle a enfoui tout ça au niveau du Sahara à une profondeur très minime. Et donc ce danger, c'est-à-dire des déchets radioactifs, pour les populations, il demeure toujours... C'est une menace permanente pour la faune et la flore et pour l'être humain. Et l'Algérie n'a cessé de demander au moins les cartes, comme ça a été fait le cas pour les mines, qu'on a reçu qu'en 2007 après qu'il y a eu des victimes, etc. Oui. Donc pour le moment, on réitère cette demande. Donc c'est une nécessité et c'est une obligation et c'est une responsabilité pour la France pour qu'elle donne ces cartes à l'Algérie pour qu'on puisse gérer. Parce que les déchets nucléaires, c'est toute une gestion spéciale qui demande vraiment des spécialistes, qui demande des équipements et qui demande un suivi. Parce que la radioactivité, comme Einstein le dit, ne pardonne pas. Oui. Comme vous le dites si bien, de tels procédés nécessitent un personnel aussi qualifié.
donc qui soit doté de compétences requises pour pouvoir justement défendre la cause et obliger l'autre partie à reconnaître, à indemniser, à dépolluer. Quelle est cette procédure qu'il faudra adopter justement pour mettre en place un programme bien ficelé pour obliger l'autre partie justement à s'asseoir et à négocier sur la question? Oui, c'est une question extrêmement importante, c'est la question de l'heure. D'ailleurs, c'est toute la question. Ce qu'il faut actuellement, c'est savoir qu'est-ce que la France a dans ses tiroirs. C'est vrai qu'ils ont, il y a quelques années, je pense que c'est en 2005, produit un rapport, le rapport secret des essais atomiques. Ils ont bien précisé essais et non pas explosions. Oui. Et dans ce dossier, dans ce document, qui restait très peu de temps d'ailleurs sur le net, parce qu'au bout de 15 jours, ils se sont vite rendus compte que nous avions, nous Algériens, je pense que M. Mansouri et moi-même avons fait des tirages. Il nous avait d'abord été envoyé par nos amis journalistes du Parisien le jour de sa parution. Et donc nous avions fait des copies. Et ça nous a pris un bon bout de temps pour les étudier. Et là, on s'est rendu compte de quelque chose d'extrêmement important. Leur écrit parle justement d'explosions ratées, d'expériences ratées, Oui. alors qu'ils ont toujours dit que leurs expériences étaient propres, etc. Il parle aussi d'expérience scientifique. Voilà. Oui, mais ça, dans les accords d'Évian. Voilà, exactement. Le mot expérience scientifique, c'est dans les accords d'Évian. Et c'est avec ça, vous faites bien de nous le rappeler, c'est avec ça qu'ils ont commencé à nous orienter sur la piste selon laquelle on ne doit pas essayer de comprendre. C'est des expériences qui ont été autorisées. Jamais, oui. au grand jamais, les accords d'Évian n'ont mis le mot atomique. Expérience scientifique. C'est bon, mais expérience atomique, non. Alors, ça a été le premier déclic. Et ça a été pour nous comme si quelqu'un levait le couvercle d'une marmite qui bouillonnait depuis longtemps. Parce qu'on ne savait rien, on ne nous avait rien donné et personne en Algérie n'avait eu accès à ces documents. Lorsqu'ils sont devenus publics, nous les avons exploités. Et là, comme je vous dis, on a trouvé des choses extraordinaires. Il est à noter qu'il y a sur l'autre rive de la Méditerranée, du côté des Français, il y avait un sursaut de conscience de la part de certains journalistes, justement, qui ont rapporté ces faits. Oui, ils nous ont toujours accompagnés. Les journalistes, je les salue d'ailleurs, surtout les journalistes du Parisien, nous ont toujours soutenus dans cette action. Oui. D'ailleurs, en 2014, quand nous avons fait quand il y a eu la conférence internationale sur l'impact des armes nucléaires, où nous avons présenté une communication, M. Mansouri et moi-même. Eh bien, ils ont été les premiers à porter sur le journal la fameuse carte du mouvement, n'est-ce pas, du nuage nucléaire qui avait été caché. Et ça a été remis à notre ami, à qui on rend hommage parce qu'il est décédé depuis, M. Barillot, qui a été un fervent défenseur des victimes algériennes. Il a vraiment écrit quelle justice pour les victimes des essais nucléaires. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Le deuxième point, c'est-à-dire à partir de 2005, il y a eu quand même un mouvement parmi les vétérans qui demandaient des droits, mais il n'y avait pas de base juridique ni de base légale qui leur permettait de faire ces revendications devant les juridictions françaises. Et là, évidemment, il y a eu la loi de 2010. Il y a la photo de l'impact humanitaire des armes nucléaires. Vous parliez justement, il y a un instant, oui. avec les parlementaires pour la non-prolifération nucléaire, le désarmement. Oui, oui. Cette conférence qui était tenue en France, oui. Au Sénat en France, 2014. Et à laquelle vous avez participé en 2014. Oui, tout à fait. C'était à Paris. C'était à Paris, bien sûr. Et l'avantage, justement, c'est qu'il y avait pratiquement les plus grandes personnalités scientifiques
et militaires, c'est-à-dire beaucoup de ministres de défense de la Chine, de l'Angleterre, qui étaient présents. Alors, puisque vous parlez de ce document, lorsque nous avons présenté notre communication, je me souviens du geste qu'avait fait le ministre de la Défense de l'Angleterre. Il s'est tenu la tête comme ça. Et quand on avait fini, donc on s'était un petit peu séparés pour la deuxième séance, il est venu vers moi, il m'a dit tout ceci s'est déroulé en Algérie. J'ai dit oui. Il m'a dit mais la France n'en a jamais parlé. J'ai dit ben nous sommes là pour en parler. Aujourd'hui vous avez compris. Oui. C'est important. Donc il y a... Nous sommes dans un pays souverain où l'on doit, dans notre obligation, dans notre devoir aussi, de dénoncer justement Tout à fait. ces Donc, vous voyez, exactions répétitives. 2010, il y a eu la loi Morin. Oui. 2014, il y a eu donc cette grande conférence. Je voudrais vous dire un mot à propos de M. Morin, qui était ministre de la Défense. À la fin vers la fin, M. Barillot m'a dit, non c'est Bouvray, c'est Barillot qui m'avait dit, tu sais Fatima, il ne faut pas partir parce qu'il y a quelqu'un qui va venir. Il a demandé à venir en fin de journée. J'ai dit, c'est qui ce monsieur? Il m'a dit, c'est Monsieur Morin. J'ai dit, il a le courage de venir? Oui. Il m'a dit, oui, il va venir. Mais vous savez de quoi il va parler? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il m'a dit, il va dire clairement que la loi Morin est une loi incomplète et qu'elle a effectivement exclu les Algériens du champ de son application. Malheureusement, il n'est pas arrivé à temps, parce qu'il donnait une conférence, je crois, à Marseille, mais toujours est-il que cette reconnaissance, qui n'était pas explicite, c'est-à-dire nous on ne l'a pas entendu, mais M. Barillot l'avait entendu, il savait pourquoi. Donc je vous dis, donc, il y a 2014, c'est notre travail. Dans notre travail, on a précisé que l'Algérie était exclue et que l'Algérie était la grande victime des explosions atomiques et qu'on ne devait plus parler d'expérience atomique, mais c'était de véritables explosions atomiques. D'ailleurs, 4 jours après, François Hollande fait une reconnaissance politique et il dit clairement ce qui s'est passé en Algérie, ce n'était nullement des expériences atomiques, mais de véritables explosions atomiques. Tout donc, c'est un crime contre l'humanité, contre la nature. Voilà, c'est la reconnaissance d'un chef officielle d'État qui représente un État. Exactement. Donc, ce colloque était important parce qu'il a fait connaître le problème de l'Algérie et ça nous a permis de présenter nos revendications. Les revendications, d'ailleurs, qui sont là, vers... Contenues dans le rapport... Et ces revendications ont été reprises telles quelles, ont été reprises par... Parlement européen. Au Parlement européen. Oui. J'avais appelé la personne qui était avec nous, je lui ai dit, mais enfin, c'est nos revendications. Il m'a dit, ben, vous les avez présentées, et nous, on s'est fait votre porte-parole au niveau du Parlement européen. Moi, j'avais été invitée, mais les circonstances ne m'avaient pas permis de partir donc à l'époque. Aujourd'hui, il y a les institutions internationales qui peuvent connaître de ce problème. Il y a l'ONU aussi, nous en avons parlé avec monsieur Mansouri. Alors pour les institutions judiciaires internationales, vous voyez actuellement, elles sont en train de bouger. Et ce qui s'est passé en Algérie, selon la loi internationale, c'est quoi? C'est un véritable génocide. Justement. Parce que c'est une extermination planifiée d'une population civile. Donc, les termes, les éléments constitutifs du crime contre l'humanité existent. Oui. Ce qu'il va falloir, c'est apporter la preuve. Et c'est là que la question devient intéressante. Nous avons 2 commissions, une commission algérienne et une commission française. Mais les membres de notre commission doivent connaître le dossier à fond. Justement. On ne part pas discuter avec des spécialistes sans dossier, qui ont été instruits par leur État et par leurs spécialistes. On doit partir avec des documents concrets. Justement. Et les documents sur lesquels nous devons nous baser, c'est ceux qui sont d'abord entre 1957
et le jour de l'explosion atomique. Il y a eu la toute énormément première de de travail. 1960, le 13 février, la gerboise bleue. Il y a eu énormément de travail, la recherche de l'uranium, la recherche du plutonium, d'autres métaux ou autre chose que connaît monsieur. Il est scientifique, donc il connaît ça mieux que moi. Moi, j'ai la loi et lui, il a la science. Donc, on a besoin de tout ça. On a besoin des documents à partir du moment où vous avez parlé de déclassification de certains documents, et ça s'est fait en 2014. Mais la déclassification en dehors de la carte qui parle donc, qui montre le mouvement du nuage radioactif. Les autres, M. Barillot me les a montrés, il m'a dit, moi-même, je ne comprends pas. Eh bien, c'était tout simplement de grands cercles avec des numéros, et ça tournait, et ça tournait. Bon, moi, je ne comprends pas ça. Lui-même, en tant qu'expert, il m'a dit, on vient de me les remettre, il faut que je les prenne, je les étudie, et après, je te donnerai mon point de vue, le même point de vue qu'il aurait donné aux Français, et qu'on aurait pu discuter tous les deux. Par exemple, nous sommes en train de voir actuellement quelque chose de catastrophique. Vous voyez l'espace entre le sol... Les opérations d'enfouissement. Voilà. Vous voyez, il y a peut-être 1 mètre, c'est tout. Pas plus peut-être. C'est minime. 1 mètre, peut-être 1 mètre. C'est minime, comme l'a signifié professeur Mansouri. C'est minime. Ensuite, on a enfoui. On a enfoui tout ça. C'est des tonnes, tout ça. C'est les constructions qu'il y avait, il faut faire. Nous avons travaillé sur ces questions. Nous avons pris les équipements qu'ils avaient installés à l'époque pour les besoins de leur cause. Et on a pris les photos actuellement de ce qu'il en reste. Rien, c'est un désert sable quand vous voyez ça. Mais la mort est sous le sable. La mort est sous... Qui guette justement voilà. l'être humain, la nature. Tous les jours, nous perdons nos enfants, nos femmes, nos animaux, notre nature, notre eau, nos plantes. Tout ça, c'est un crime contre... L'oxygène aussi est confisqué aujourd'hui. Oui. Là-dessus, ça me rappelle le livre qui a été édité par Bouvray et Collin, qui ont reçu le prix Nobel dans le cadre de... On travaillait là-dessus, oui, donc c'est bravement avec... Sous le sable, la radioactivité. Donc, ils ont bien... Donc, moi, je rappelle quelque chose, c'est que le crime nucléaire, c'est un crime d'État contre l'humanité. Pourquoi d'État? Parce qu'il y a eu des scientifiques, des militaires, des politiques. Tout un programme, donc, une planification. Sous la présidence de De Gaulle. Donc c'est l'État français qui a opté pour ces explosions. Oui. Malheureusement, il faut rappeler aussi quelque chose. La première explosion de gerboise bleue, c'était 70 kilotonnes. C'est la première. Si on fait une petite comparaison avec les premières explosions américaines, russes et l'Angleterre, la somme c'est 68, les trois, 21, 22 et 25. Oui. Et celle de la France, 70. À elle seule, 70. 70, pourquoi? La première. Parce que la France a abusé, elle voulait à tout prix rentrer par la grande porte dans le club nucléaire. Et elle a abusé du Sahara algérien et de la population. Et en 1957, quand ils ont fait le choix de ce site, ils disent qu'il n'y a rien, c'est la mort, c'est la sécheresse, il n'y a rien de... Donc, alors que Regen se trouvait à vol d'oiseau. Alors que Regen est juste à quelques... Donc ça, c'est le premier crime. Donc, le premier crime, le choix du Sahara, ils sont demandés, c'est au détriment des populations. On n'a pas demandé leur avis. Deuxièmement, faire des explosions aériennes, alors qu'il y avait un moratoire en 1959 qui a été fait par les États-Unis, l'Angleterre et l'ex-URSS pour interdire les explosions aériennes. Pourquoi? Elles sont très polluantes. Oui. Pour le globe terrestre. Très polluantes pour l'atmosphère. Pas pour l'Algérie, pour le globe terrestre. Donc ça, c'est il y a un mouvement de nuages, il y a un mouvement. C'est le désert. Et troisièmement, quand ils ont terminé leur programme nucléaire au niveau de l'Algérie, ils ont laissé beaucoup de matériaux contaminés au niveau de la surface. Et justement, que les Algériens ont récupéré par ignorance. Par ignorance, bien sûr. Donc il y a eu d'autres victimes. En plus de ça... Utilisés comme marmite, comme casserole, etc., pour bouillir du lait, etc. D'où la contamination. La carte de la contamination. L'autre crime, c'est les déchets.
qu'on n'a pas de données sur ça. Oui. Pour ce qui est de la carte, cette carte a été, le levé secret de défense sur cette carte, c'était en 2014. Elle a été publiée par le Parisien. On note bien que 26 pays, c'est noté bien, 26 pays qui ont été victimes. Contaminés. Victimes de 16. Donc, donc vu que l'explosion était très grande, 70 kilotonnes. Et en plus, il y a eu beaucoup d'accidents, 2 à Arguen. Il y a eu des accidents parce qu'ils ont utilisé des essais où ils ont utilisé le plutonium directement dans des puits. Donc il y a eu des accidents, il y a eu du mort. Et au niveau des explosions souterraines, il y a eu des accidents. Normalement, l'explosion souterraine, elle est contenue. Oui. Normalement, elle est dans la montagne, il n'y a rien. Mais comme on a eu affaire à des apprentis sorciers, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'accidents. Et l'explosion du Beryl le 1er juillet, le 1er mai 1962, oui. Il y a eu la présence de 2000 personnes, dont 2 ministres. Il y avait Palowski et Mesmer. Donc, il y a eu un accident, l'unique dans le monde, je dis bien. Il n'y a pas un autre accident dans le monde, c'est le seul. Donc, on parle souvent de Tchernobyl. Tchernobyl premier pour moi, j'ai appris premier. Oui. Donc, il y a eu on parle pas beaucoup de l'explosion Beryl. Il y a eu un nuage, c'est l'équivalent du nuage de Tchernobyl, et il est surtout la lave, une lave des tonnes et des tonnes très contaminée. Et ce nuage s'est dirigé vers la frontière libyenne. Donc il a traversé Idels, donc c'est Mertut. Et donc il y a eu des morts le même jour, le cheptel, des êtres humains, des tas de choses, et que la France, quand on voit dans la carte pour montrer ce nuage, il passe entre 2 villages. C'est-à-dire qu'il était très téléguidé, parce que ça fait partie des mensonges de la France. Voilà, justement. Même au niveau de Tchernobyl, la France disait que le nuage s'est arrêté à la frontière. Donc ils essayent à tout prix de manipuler l'opinion internationale. Même les images, la réalité. Mais les savants ne pourront jamais être manipulés par une farce pareille. Parce que vous avez posé une question tout à l'heure, comment résoudre ce problème? Justement. Parce qu'il y a 2 principes fondamentaux avec lesquels la France elle travaille avec l'Algérie. Oui. Le principe premier, c'est la perte de temps. Et le deuxième, c'est le mensonge. Donc avec ce facteur de perte de temps, ce paramètre très dangereux, donc ils attendent qu'il n'y ait plus de génération capable de parler de ce sujet-là, très épineux, et qu'il y ait une génération désintéressée peut-être pour une raison ou une autre, donc prise toujours par le cours de la vie, que par ces choses qui touchent généralement, selon les scientifiques, 22 générations. Selon une étude au niveau de l'Angleterre, oui. L'effet sur le plan génétique, il peut aller jusqu'à 22 générations. 22 générations seront concernées par cette menace. Des générations. En 2017, j'ai écrit à Barilo, il était encore vivant, mars, 2 semaines avant sa mort. Donc je lui dis, on a marre. 7 ans après, c'était la loi, c'est 2010. C'était 2010. 7 ans après, aucune victime algérienne n'a été prise en considération, n'a été indemnisée. Dans sa réponse, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit effectivement, M. Mansouri, la France n'attend que les gens comme vous et moi disparaissent. Donc tout le monde est conscient que la France n'attend que ces gens-là disparaissent, les gens qui... Et donc on est conscient de... Et pour faire bouger les choses, il faut faire bouger les choses, voilà. Il faut préparer des dossiers scientifiques et techniques. Et je donne l'exemple de l'Afrique du Sud. Parce que c'est la Palestine. Et ils ont fait un dossier très clair. Ils ont suivi les événements avec des preuves, avec des choses. Ils ont déposé, ils ont eu de gain de cause. Et nous, les preuves, on les a ici. Donc on n'a pas besoin de chercher ces preuves. Elles sont là, elles sont disponibles. Oui. Mais seulement, il y a, comme vous l'avez très bien signifié, il y a ce problème de cartes topographiques qui ne sont pas à notre disposition. Alors, il n'y a pas que ça. C'est pour la gestion des déchets. Pour la gestion des déchets. Mais pour les risques sur les humains, il y a eu un véritable massacre. Nous venons de voir des images de soi-disant mannequins. Et juste au-dessous, nous avons vu des gens pendus, n'est-ce pas? Et des cobayes. Eh bien, non, c'est des cobayes humains. Alors, nous avons fait beaucoup de recherches là-dessus, et lorsque nous en avons parlé, c'était à Arguen, n'est-ce pas? Avec Barrio et toute une équipe
de spécialistes qui étaient venus en Algérie parce qu'à ce moment-là, on avait des conférences et donc il y avait des conférences qui avaient été initiées par le ministère donc, de la Défense et du ministère des Moudjahidines, mais il y avait également des conférences qui avaient été initiées par l'association ML. Alors nous revoyons ceci. Et moi, je suis très fière d'avoir fouillé, farfouillé, et j'ai trouvé un écrit d'un Allemand qui avait déserté les rangs allemands et qui était venu, il s'appelait Hans Gunther. Il avait fait un livre où il a dit « Je reconnais qu'on m'a demandé d'aller chercher dans des camions 150 prisonniers de l'ouest du pays. » Hitler, c'était Blabès. C'est C'était Hitler, il a dit Blabès. l'ouest. Il a dit l'ouest. Gardons les mots tels qu'il les a. Oui. Et je les ai les a cités. ramenés, mais je les ai jamais restitués. Et en faisant plein de découpements, on se rend compte qu'il y a des Algériens qui ont été utilisés, n'est-ce pas, au point zéro. Oui. Le nombre, c'est 150, c'est certain. Comment ils ont été dispatchés, on n'en sait pas trop. Lorsque nous avons vu ces mannequins, on s'est vite rendu compte que la position physique était bien de personnes et non pas de mannequins. Non, pas de... J'avais travaillé avec un médecin légiste qui était un ami. Je lui ai dit, écoute, je te ramène des photos, mais est-ce que tu peux me dire, toi, si c'est vraiment des mannequins ou si c'est des êtres humains? Donc on avait fait de grandes photos Oui. de tout ce que vous venez de voir, et on a essayé d'analyser les jambes, d'analyser les bras. C'était son travail. Les épaules, oui. Et il m'a dit, non, c'est des humains. Ouais. Ce n'est pas des mannequins. Et là, ils étaient encore vivants. Là, ils étaient vivants. Et Barrio avait repris ce que j'avais dit sur un de ses écrits qui a fait beaucoup de bruit sur le plan international. Et j'ai commencé à chatouiller le ministère de la Défense française. Et là, je reçois une réponse du chef de la communication française qui me disait oui, c'est vrai que en Algérie on parle des mannequins et c'est des êtres humains, c'est vrai, mais enfin, non mais attendez, la gravité de la chose, mais là je l'ai, le document je l'ai, j'ai la déclaration, j'ai tout dans mes dossiers. Il nous dit oui, mais enfin ils étaient déjà morts. Alors là, c'est pire encore. C'est pire encore. Il venait de mettre beaucoup d'eau dans mon moulin. Ouais. Et ces documents existent, ces déclarations existent, et là je me suis accrochée comme une vipère en disant vous avez fait un double crime. D'abord vous avez pris des humains que vous avez mis au point zéro, donc ils ont été sûrement pulvérisés. Deuxièmement, vous faites une reconnaissance implicite, c'est le porte-parole du ministère de la Défense française qui dit effectivement c'est des humains, mais ils étaient déjà morts. Donc la thèse que j'avais développée en Algérie, à partir de l'information de Hans Gunther, venait de se vérifier clairement. Et cette reconnaissance, moi, je l'impute complètement à l'État français et au ministère des Armées françaises. Donc, je suis persuadée aujourd'hui plus que jamais qu'il y a eu ce genre d'expérience sur les humains. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est une preuve en plus. Plus tard, dans une sortie où moi je n'étais pas, donc il y avait Mansouri qui était parti, ils ont retrouvé dans des cages plusieurs types, c'est bien cela, plusieurs types d'animaux. Donc ils ont fait des expériences sur les humains pour voir ce que ça donnait. Puis sur les animaux, ils en ont fait des photos, je crois qu'ils sont entre les mains de la Défense nationale maintenant, et on les a vus donc dans d'autres conférences. Qu'a-t-elle la France à dire aujourd'hui? Sur le plan du crime contre l'humanité, il existe. Maintenant, sur le plan des documents qui ont servi à la réalisation de ce crime. 57 est une date importante. Alors 57, il y a eu Jules Moche qui s'était présenté, il était représentant donc de l'État français, il s'était présenté effectivement à l'ONU pour demander l'autorisation de faire des expériences atomiques. Oui. Et là, il dit publiquement, il dit nous allons faire des expériences, nous voulons faire des expériences sur le Sahara algérien où il n'existe aucune forme de vie humaine. Et voilà le mensonge. Donc là, dans ces cages-là, on est en train de voir des rats, des souris.
en haut, elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Du temps de la France. Voilà. Mais en bas, c'est ce qu'ils ont découvert. Moi, je n'étais pas au Sahara ce jour-là. C'est eux qui sont partis avec Barillot, avec toute l'équipe. Et vous voyez, c'est des animaux. Et c'est par hasard qu'ils les ont rencontrés. Peut-être lui va pouvoir, dans un petit moment, quand j'aurai fini mon idée, parler un peu plus. Mais donc, nous avons la preuve. Et ça, c'est un début de preuve pour aller devant les juridictions internationales. Parce que les juridictions internationales ne peuvent vous écouter que si vous avez des preuves. Alors, le problème malicieux qui existe actuellement. À partir du moment où la France a demandé à ce qu'il y ait 2 commissions algéro-françaises pour faire la lumière sur ces dossiers. Sur le dossier, bien sûr. Alors, le problème de la preuve qui n'est pas entre nos mains. Nous avons la preuve des décès. Nous ne les avons pas. Les cartes, tout ça. Revenons à l'élément humain. Nous allons partir, nous allons discuter. Est-ce que nous avons les archives? Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dès le départ des Français, c'est-à-dire début 67, ils ont pris toutes les archives qu'ils avaient sur le plan de l'identité. Donc les archives concernant le nombre de personnes, etc., nous ne les avons pas. Je reviens vers ces numéros. Vous avez vu ces numéros? Oui, 21, 2177. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Un numéro? Un numéro, un Eh chiffre. bien non, ce n'est pas un numéro. Pas un chiffre, un numéro, oui. Alors, c'est un numéro, D'accord. mais en fait, la veille et l'avant-veille, ils ont demandé à toutes les femmes, ils les ont photographiées, les photographes militaires, Oui. ils les ont photographiées, qu'on ils le leur ont voit dit ici on va vous sur faire la des photo, papiers. Alors ils ne savaient pas ce que c'était comme papier. Oui. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était pour contrôler le nombre de personnes qu'ils allaient mettre comme cobayes dans leur expérience. Et lorsqu'on voit 2177, ça veut dire que cette femme était la 2177e victime exposée au nucléaire. Donc vous voyez. Donc femmes, enfants, hommes, Vieillards. tout le monde, et vieillards, tout le monde Quand était ils sont partis, concerné, victime. ils ont pris l'état civil, ils ont sorti ces états civils dans un énorme bateau à partir d'Oran. D'accord. Et ils ont fait, quelques années après, en 79, 2 lois, dans le même jour, en janvier. Que disent ces lois? La première dit qu'on ne peut consulter l'état civil qu'après 100 ans. Ils ont appelé ça la loi de 100 ans. Ah oui. Alors, mettez 79, ajoutez 100 ans, ça fait combien? Je ne suis pas bonne en calcul, c'est Mansouri qui va me dire. 179. 179. Ça veut dire en 2179, on va pouvoir, ou 79 peut-être, 2079, on va peut-être pouvoir consulter nos archives sur l'état civil. Voici une demande qui devrait se faire, même par les membres de la commission, le plus rapidement possible. Le dernier point. Justement pour contrer Le cette dernier ruse, point, parce que oui, là, c'est un dossier qui n'est pas facile. Pas facile. Nous l'avons manipulé, nous l'avons compulsé, nous avons travaillé, nous avons, je ne dis pas perdu du temps parce que moi ça m'a énormément enrichi. Nous avons travaillé, c'est énorme. Vous voyez, il y a plein de documents, plein de livres, plein de tout ça. Justement, il est à noter C'est le moment que maintenant vous, de- Madame Brahim et M. Mansouri, vous êtes parmi un groupe qui fait beaucoup d'efforts concernant cette question très épineuse, justement. Vous savez, nous travaillons sur ce dossier. Est-ce qu'il y a parce que conjugaison nous d'efforts aimons nos pays d'autre part? Est-ce qu'il et y a nous d'autres n'acceptons personnes pas le crime contre l'humanité. Voilà pourquoi nous faisons. Lui, il n'a aucun intérêt, il est en retraite. Moi, je n'ai besoin de rien du tout. Et vous me donnez l'occasion, je vous remercie. Je vous en prie. L'an dernier, au Forum du Moudjahid, Oui. je crois, j'avais fait une demande à Monsieur le Président de la République. Ma demande est simple, elle est très simple. Nous venons au secours de notre pays. Nous avons demandé la création d'un organe qu'on appellera le laboratoire, n'est-ce pas, indépendant. Un laboratoire de recherche indépendant. Constitué d'Algériens. D'Algériens, de personnes, de chercheurs, de gens, pas velléitaires, mais des gens volontaires pour faire un travail. Nous n'avons besoin de rien du tout. Mais la seule chose que nous demandons, c'est d'être indépendants par rapport à tous les ministères, par rapport à tous
les organismes. Pourquoi? Parce que vous vous atteliez à un travail scientifiquement parlant, Voilà. pur et simple. Nous avons besoin de compétences. C'est des compétences que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de personnes qui viennent parachuter parce que je connais X, parce que je connais Y, ou alors qu'on nous impose en nous disant mettez-le dans votre groupe de travail. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'Algérie? Je finis sur un point. Mansouri a parlé de quelque chose d'extrêmement important. Et Barrio était convaincu, comme nous sommes convaincus, nous aussi. Et c'est pour ça que nous apprenons à ceux qui veulent venir, on leur donne le dossier, on fait ce genre d'émission, on sensibilise, parce qu'on est vraiment capable de tenir tête, et je dis bien on est capable de tenir tête à n'importe lequel des Français qui viendraient discuter avec nous de cette question. Nous sommes vraiment au point et nous avons énormément de connaissances, énormément de savoir. Si le président nous permet ou nous aide pour faire ce laboratoire indépendant, ce sera quelque chose de magnifique pour ce pays. Parce que la France compte sur une chose, la mémoire et l'oubli. Oui. On va oublier avec le temps. Que l'on n'oublie pas, mais justement... Mais nous, on parle de la mémoire, sans l'oubli. Sans l'oubli, justement. C'est là toute la différence entre la France et nous-mêmes. Et l'Algérie, oui. Ils sont solidaires. Oui. Ils sont très solidaires. Pour garder les secrets, ils sont solidaires. Pour faire du mal, ils sont solidaires. Oui. Pour cacher les documents, ils sont solidaires. Pour leur enlever... Pour cacher leurs crimes, justement, ils sont solidaires. Juridique et politique, ils sont solidaires. Si on veut demander les archives et on ne sait pas ce qu'on va demander, eh bien, on va nous donner du n'importe quoi. Aujourd'hui, monsieur... J'aimerais juste poser la question, pour tirer parti, justement, d'une expérience qui est déjà passée dans le temps. Par le passé, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les enfumades, ce qu'on appelle l'affaire Auschwitz. Mais les Juifs, ils ont pu, justement, avoir gain de cause. Par le biais de leurs avocats. De leurs avocats. L'avocat de la Shoah, c'est voilà, ça. La Shoah, donc il y a eu commission faite et constituée de compétences. Tout à fait. Donc, la question aujourd'hui. Indépendante. Donc, est-il possible aujourd'hui, justement, on peut le faire, oui. de suivre l'exemple on peut le faire Juifs. avec les institutions judiciaires internationales. Oui. Regardez, les enfants, d'ailleurs, ils se sont fait appeler les enfants de la Shoah. Ils se sont organisés en association et ils ont pris un avocat qui était lui-même enfant de déportés. Et donc, ils ont fait... Vous voyez, le problème est juridique maintenant. Moi, je ne veux plus croire à la politique, c'est le juridique. Et donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont retrouvé des petits biens, des petites pièces, etc. Et donc, à partir de là, ils ont demandé à ce qu'on reconnaisse l'Holocauste d'abord et qu'on leur restitue les biens de leurs ancêtres. Et les tribunaux ont reconnu et ils ont obtenu gain de cause. Nous aussi, on peut le faire. Il faut des moyens pour cela quand même. Justement, et de la bonne volonté. Pour l'Holocauste, et après je reviens sur autre chose. D'accord. L'Holocauste des Juifs. Parce que les Juifs, ils étaient des gens sérieux, il faut le dire. Ils sont avec la loupe, tout à fait. Virgule, truc, ils vont trouver beaucoup de choses qui leur permettent d'avoir gain de cause. D'agir. Que chez nous, c'est flagrant, on n'a pas besoin de loupe. En fin de compte, ils ont eu gain de cause, et actuellement la France, elle donne de l'argent, l'Allemagne, elle donne, etc. Ils sont en bonne position. Le malheur, c'est que le Holocauste des Juifs, il n'est pas équivalent au Holocauste des Algériens. Oui. Nous, en 1845, la nuit du 18 au 19 juin, il y a eu plus de 1000 personnes avec leur bétail. Les enfumades de la Dahra. Oui. Ils ont tué avec du CO2. Oui. Donc, c'est un Holocauste. Plus loin, en 1852, le 4 décembre, à Al-Rawat, il y a eu des milliers de gens qu'on a tués avec du chloroforme. 1952. 4 décembre 1852. Donc avec du chloroforme. Oui. Plus loin... Pour la première fois. La première fois. Parce que la guerre de Crimée, c'était bien plus tard. Le premier crime au chloroforme, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, à Al-Rawat, oui. Deuxième. Puis en 1945, il y a eu aussi l'Holocauste à Guelma. Reconnu comme génocide. On a brûlé des gens vifs. Oui.
À Ghouat aussi, j'ai oublié, on a brûlé plus de 40 personnes dans des sacs vifs. On les a c'est ça, oui. brûlés. Donc, Durant la révolution de il y a l'Holocauste algérien. on a brûlé des Algériens vifs aussi. L'Holocauste algérien. Un peu partout est plus en Algérie. important. Des holocaustes. Des Les holocaustes. holocaustes algériens, c'est plus important. Justement, pourquoi voudrait-on toujours qualifier les génocides d'holocauste? Pourquoi les rattacher à ce terme holocauste? Parce qu'il est reconnu internationalement, c'est tout court. Mais le problème se pose à un autre niveau. Le problème, c'est à un autre niveau. C'est à nous de se préparer pour défendre notre cause, pour défendre nos martyrs, pour défendre nos victimes. Notre mémoire. Et pour défendre notre pays, parce que notre pays, il est très pollué. Soit avec des explosions nucléaires au niveau du Sahara, soit avec les essais chimiques et biologiques, soit avec les essais spatiaux. Donc tout ça, c'est des déchets qui sont au niveau de notre pays. Et ces déchets-là peuvent, ou j'en suis sûr, être la cause d'autres pathologies cancéreuses, pathologies cardiaques. D'ailleurs, le concert sévit par les temps qui courent. On voit plus de victimes. Donc, et le chiffre qui augmente, c'est un crime qui continue. Des milliers d'années. C'est un crime qui continue à sévir, c'est vrai. Je reviens justement à l'utilisation des êtres humains. Dans le rapport de la France qui a publié en 2007 sur la genèse pour les essais au niveau de l'Algérie, il ne parlait pas des expériences biologiques. Ça veut dire expérience, c'est l'utilisation des animaux. Par hasard, le 16 novembre 2007, on a découvert ces 3 cages. Ça veut dire qu'on a une preuve. Oui. Et dans le rapport, ils n'ont pas parlé. Maintenant, pour les êtres humains, ce n'est pas quelque chose à démontrer. Oui. Le monde entier, dans le cadre des produits pharmaceutiques, je dis, ils sont obligés d'utiliser des êtres humains. Soit des gens volontaires, soit des prisonniers, soit on est obligé. Et les puissances nucléaires, ils ont utilisé les êtres humains dans un but précis. C'est pour voir l'effet des radiations sur l'être humain pour la confection des habits et des instruments de guerre nucléaire. Pour c'est-à-dire se mettre à l'abri. Donc ils anticipent, pour justement se prémunir. La radioprotection. Programme de recherche, c'est ça. Ils sont obligés d'utiliser des êtres humains. Ce n'est pas à démontrer. C'est pas à démontrer. Et j'en suis convaincu, il viendra le jour, on trouvera ces gens-là. Parce que pour moi, ces gens-là, 500 dont on a parlé, c'est des disparus. Oui. C'est disparu. Alors, c'est au très bien principe, d'en avoir. justement, on aimerait juste, avant de terminer. Je voudrais juste, parce que c'est très important ce que vient de dire Ammar. Moi, j'avais déjà demandé, j'avais discuté avec les 2 ministres qui étaient les 2 ministres avant les 2 derniers. D'accord. Voilà. Je leur ai dit, c'est facile, c'est très facile. Pourquoi c'est facile? De savoir qui sont ces gens. Parce qu'il y a un registre d'écrou des entrées. Donc il y a un numéro, il y a une signature de la personne et il y a donc une apposition d'empreinte. C'est très bien. Ces registres existent au niveau des prisons, d'où ont été sortis ces gens-là. Puis quand ils les sortent, ils mettent donc sortie ou alors ils laissent un vide. Il y a 2 vides qu'on peut exploiter. Le premier vide, on rentre dans une prison, on a une peine, on finit la peine, on sort, on signe le même registre et on sort. C'était le système qui a été utilisé par les Français. Mais si moi j'ai 150 personnes qui étaient dans les prisons, qui ont été pris un peu partout dans les prisons ou dans les centres de concentration, c'est très facile de savoir. Parce que vous allez voir, par exemple, le 1er janvier, Hamoud Ben Qaddour est rentré pour une peine de 10 ans, et puis après il disparaît. On ne sait plus où il est. Après avoir purgé sa peine. Est-ce qu'il a purgé sa peine ou est-ce qu'il est mort dans la prison? Un registre des morts. Et il y a un carré des morts derrière les prisons. Donc on peut savoir s'il est mort, il est enterré. Mais s'il est ni mort, ni sorti, c'est un personnage suspect. Ça, c'est un travail que nous devons faire. Ce n'est pas la France qui va le faire pour nous. Eh bien, jusqu'à présent, nous, Algériens, devrions faire ce travail. Et là, on va pouvoir savoir, est-ce qu'il y en a eu les 150 premiers simplement, ou il y en a eu d'autres par la suite? D'autres personnes. On a su qu'il y avait les 150 grâce à ce militaire qui a été mandaté pour récupérer ces gens-là qu'il ne connaissait pas. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Aussi, j'ai trouvé donc, dans mes recherches la lettre d'un appelé français qui a écrit, parce qu'ils ont été utilisés comme cobayes, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Et c'est pour ça qu'ils sont avec nous dans la même bataille. Ils ont été indemnisés, ceux-là.
Non, jusqu'à présent, ils n'ont pas été indemnisés parce qu'ils ne sont pas d'accord. On avait fait un calcul, je crois que ça revenait à 10 € par personne. Le premier montant qui avait été... On va arriver justement au dernier point qui est pollueur-payeur. Oui, C'est je pour voulais vous dire simplement vous m'avez fait perdre le fil de mes idées. C'est pas grave. Ça fait rien, je reviendrai. Le fil va être repêché dans un moment. Donc, pour le principe pollueur-payeur, M. Mansouri. Non, c'est un principe fondamental et même sur le plan international. C'est une loi internationale. Hein. Donc, qui a pollué le Sahara algérien? C'est les Français. Le colonialisme français. Le colonialisme. Qui a profité de c'est la France est devenue une puissance nucléaire à l'insu, au détriment de la population sur le dos algérienne. de l'Algérie. Oui. Moi, j'ai demandé un jour quelque chose, croyez-moi, et j'en suis convaincu. J'ai dit, on doit avoir accès à ces armes nucléaires. Parce qu'on ne peut pas faire des explosions dans notre pays et on ne peut pas profiter. Si la France un jour nous donne des bombes atomiques, je crois qu'on peut se débarrasser. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? On n'en a pas besoin, nous sommes des pacifiques. On devient une puissance nucléaire tout court. Notre énergie nucléaire a des fins pacifiques, justement. Par extension, il veut être puissance nucléaire par extension. Mais je crois que ce n'est pas à discuter que la France doit reconnaître ses crimes, surtout les crimes nucléaires. Elle doit reconnaître ce crime est contenu dans le temps et peut engendrer d'autres victimes, soit les victimes humaines, soit la faune et la flore. C'est pour cette raison qu'elles doivent dépolluer et assister les Algériens parce que la dépollution, ce n'est pas une mission facile. Elle demande des techniques, des moyens, elle demande des spécialistes, elle demande du temps, elle demande de l'argent. Oui. C'est ça. De gros moyens. Ça, sur le plan. Mais sur le plan des êtres humains, aussi la France doit, comme elle a fait au niveau de la Polynésie, construire des hôpitaux pour les cancéreux. Pourquoi pas? Elle a profité de l'Algérie, normalement elle doit être reconnaissante. Elle n'a pas profité que de ça. Elle a profité de notre trésor, elle a profité de nos terres, elle a profité de tout. C'est des milliards et des milliards. D'ailleurs, nous avons demandé sur l'intervention que nous avons fait. Sur l'intervention de 2014. Nous avons ces points. Donc je vous laisse justement le dernier mot, ou le mot de fin, pardon, à Madame Braham. Oui, alors nous avons fait je vais couper mon temps de parole avec Monsieur Mansouri. Donc, on avait demandé le lever du secret défense dans toutes ces initiatives. Donc, connaître le nombre de PLO et de PLBT qui ont été impliqués dans le programme, n'est-ce pas, des Algériens. Connaître la population sédentaire. C'est demander donc l'état civil, par exemple, localiser et délimiter tous les lieux des explosions et des expérimentations, c'est ce qu'a demandé le président de la République dernièrement, localisation du matériel contaminé et l'indication exacte des endroits d'entreposage des dépôts, des déchets radioactifs enfouis ou laissés sur place après le départ en 67. Assurer le suivi médical, c'est ce que disait Mansouri, des différentes victimes des rayonnements ionisants par la construction, par la France, de structures sanitaires spécialisées pouvant prendre en charge des pathologies radio-induites des victimes des essais nucléaires françaises et leurs descendants, parce que la loi Porin parle justement des descendants. Et c'est depuis le stage de diagnostic jusqu'à la prise en charge adéquate, tel qu'il a été préconisé dans le cas similaire, donc comme on disait, l'Australie et l'URSS. Indemniser des victimes algériennes à l'instar des modèles USA et Australie, France, Polynésie et France. Contribution à la mise en place d'un système de surveillance des sites et des essais à l'instar de ce qui a été réalisé en Polynésie française et dans d'autres régions du monde. La contribution à la formation de spécialistes algériens en décontamination. Eux payent et nous on décontamine sur leur compte. Et nettoyage et réhabilitation des sites d'essais d'Ergen, Hamoudia, Ergen, Plateau et Inika. Alors, dernier point, simplement pour la Polynésie. Lorsque la Polynésie a commencé à faire les revendications, vous savez qu'ils ont déposé une plainte en 2018 qui n'a pas abouti. Ça prend énormément de temps, la preuve, etc. Ils ont insisté. Oui, mais attendez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où la grande discussion a eu lieu et que nous avons mis un petit peu de la Bresse parce qu'on avait un ami qui était donc sénateur avec lequel on a beaucoup travaillé, on leur a dit de demander l'indépendance.
Qu'est-ce que vous attendez? Et là, ça a été un coup fatal pour la France. Alors, que fait, c'est la dernière trouvaille de Macron, que fait Macron? Il leur répond par un rapport qu'il a appelé le rapport toxique. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce rapport toxique? Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'était pas très puissant, et donc vous ne pouvez pas souffrir des explosions atomiques. Ils ont rejeté le rapport, il a fait un autre rapport toxique numéro 2, et ils en sont à ce niveau-là. Donc, échapper à la responsabilité pénale internationale de ce crime par tous les moyens. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernier mot. Mot de fin, oui, Mot de brièvement, fin. s'il vous plaît. Notre problème numéro 1 avec la France, c'est le problème des archives. Oui. Tout à fait. Malheureusement, c'est la clé. Pour tout ce qu'on vient de dire, c'est la clé, c'est les archives. Malheureusement, les archives du nucléaire sont devenues incommunicables depuis 2008. Très bien. Par une loi de Sarkozy. Donc par ces données, cette donnée relative aux archives, C'est important. que nous devrions restituer justement, donc récupérer de chez la France. Donc je vous remercie, M. Mansouri, vous qui êtes chercheur en génie nucléaire retraité. Merci pour cette présence et ces informations que vous avez fournies. Et Mme Fatma Ben Barham aussi, avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci de nous avoir permis d'ouvrir encore une fois la plaie du nucléaire en Algérie. Et la plaie du nucléaire, justement, ce dossier restera toujours ouvert tant qu'il ne sera jamais clos, tant que les vérités ne seront pas réhabilitées. Voilà. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. شكرا أيها السيدات والسادة على متابعتكم لنا لهذا العدد الحدث التاريخي استثناء باللغة الفرنسية. شكرا لكم، إلى أن نلقاكم في عدد قادم بإذن الله. أقول لكم سلام.